Pierre-Alexandre Anglade, bonjour. Vous êtes député à l'Assemblée nationale en France et vous êtes un des élus des Français de l'étranger, en l'occurrence des Français de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Et vous avez été dès le début un des marcheurs d'Emmanuel Macron. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi du petit lait parce que lorsque Emmanuel Macron s'exprime, vous semblez boire du petit lait. Pourquoi cet homme vous fascine ? Emmanuel Macron, il est fascinant parce qu'il a eu le courage de lancer un mouvement politique dans un paysage politique qui était celui de la France, qui était un paysage politique extrêmement fermé, où les deux grandes familles politiques que sont les Républicains et le Parti socialiste réglaient la vie démocratique de notre pays depuis l'après-guerre, et que depuis lors, très peu d'initiatives politiques avaient réussi à émerger. Et lui, en l'espace de quelques mois, avec de la volonté, beaucoup de courage, il a réussi à créer une force qui s'est développée progressivement, qui a trouvé un écho dans la société française, qui a trouvé une résonance en Europe. Et Entre nous, vous avez quand même profité du désamour des citoyens français et européens en général à l'égard des grandes formations politiques traditionnelles. Non, je ne crois pas qu'on ait profité du désamour. Je crois qu'on a apporté une solution à un système qui était en crise, à un système qui ne fonctionnait plus. Pourquoi ? Parce que les partis politiques traditionnels avaient été fondés sur les défis d'autrefois, sur les défis qui succédaient à la Seconde Guerre mondiale. Et ils étaient devenus de fait absolument inopérants sur la réalité du pays, sur la réalité de l'Europe. Et cette forme d'incapacité à répondre aux défis, on le devait au fait qu'ils étaient fracturés en deux, entre une aile plus conservatrice, une aile plus libérale, et que ces gens-là n'étaient absolument plus capables de s'entendre, et donc incapables d'agir. Et donc Emmanuel Macron, lui, en proposant de dépasser les clivages traditionnels, de rassembler celles et ceux qui croyaient en l'Europe, au progrès et à la faculté de réformer le pays, a réussi à parler aux Français qui se rendaient bien compte donc que la classe politique ne répondait plus à rien. Vous incarnez une nouvelle génération politique. On incarne avec En Marche et la majorité qui est à l'Assemblée nationale, effectivement une nouvelle génération. J'ai 31 ans, je suis un jeune élu, mais au-delà de ça, le renouvellement, ce n'est pas une question exclusivement générationnelle, c'est aussi un renouvellement des profils. Mes collègues qui sont députés à l'Assemblée nationale française, ils ne sont pas que hommes ou femmes politiques depuis un certain temps, ils sont médecins, chefs d'entreprise, agriculteurs, enseignants, mais vous, et ils ont fait le choix de quitter même la vie professionnelle pour se lancer en politique. Mais vous, par exemple, vous avez quand même baigné dans le monde politique, vous étiez assistant ici au Parlement européen d'ailleurs, vous étiez dans ce monde. Oui, tout à fait, mais je crois qu'il faut de tout pour constituer un ensemble. Je crois que verser dans un extrême en expliquant que celles et ceux qui sont issus du monde politique seraient tous mauvais et que celles et ceux venus de la société civile auraient toutes les vertus, ce serait basculer dans des extrêmes qui n'ont pas lieu d'être. Moi, j'ai un parcours européen, je suis arrivé à Bruxelles à 20 ans en sortant de mes études comme stagiaire, j'y ai progressé, et puis à un moment donné, j'ai décidé de m'engager. Je n'avais jamais pris de carte dans un mouvement politique français parce que je ne me retrouvais pas dans la façon dont les partis politiques traditionnels fonctionnaient, parce que sclérosés, parce que divisés, parce qu'inopérants et ne parlant plus au cœur des Françaises et des Français et des Européens en général. Et j'ai trouvé dans le mouvement, dans la démarche initiée par Emmanuel Macron, une forme originale de faire de la politique, une forme originale de parler de l'Europe, d'avoir le courage de parler d'Europe, ce qui n'était pas du tout quelque chose d'aisé en France. Et donc moi je me suis retrouvé et je me suis engagé très rapidement, effectivement. Oui. Alors vous refusez les clivages gauche-droite, mais bon, entre nous, Emmanuel Macron, il est quand même de droite sur le plan économique, il veut favoriser les entreprises beaucoup plus que les travailleurs, du moins à court terme. Non, je crois que c'est une analyse un petit peu raccourcie. Je crois qu'Emmanuel Macron, il rassemble, en tout cas dans le projet qui est celui du président de la République, qui est celui porté par le gouvernement et qui est celui de la majorité, une nécessité de résultats économiques et sociaux, parce que depuis que je suis enfant, je ne connais que le chômage de masse dans le pays, que les gouvernements successifs ont été absolument incapables de résorber ce fléau qui met sur le bord de la route un nombre considérable de nos concitoyens, qui alimente des fractures extrêmement profondes dans le pays. Et donc effectivement, la première urgence en France, c'est d'améliorer la situation économique, et que pour améliorer cette situation économique, il faut évidemment agir sur l'environnement dans lequel les entreprises évoluent. Mais à côté de ça, il y a aussi un volet qui est un volet plus social, qui est celui de transformation de la formation des Françaises et des Français. Vous savez qu'aujourd'hui, les métiers évoluent extrêmement rapidement, que nous ne ferons pas toute notre vie la même chose, et donc il faut préparer les Françaises et les Français aux métiers de demain. Il faut aussi mieux former nos étudiants. Il y a un grand plan étudiant qui est en train d'être préparé en ce moment à l'Assemblée nationale, et donc tous ces éléments se tiennent. Souvent, pendant la campagne électorale, on avait un peu tendance à diviser notre projet en deux volets, un volet plus à droite, un volet plus à gauche. Moi, je crois que si vous prenez effectivement qu'une partie, ça n'a pas de sens, mais le projet est global, il est commun. Si vous prenez tous ces ensembles ensemble, ça se tient.
Alors, je vous montre une photo. Angela Merkel, vous croyez au couple franco-allemand, au couple Macron-Merkel, même si la chancelière est un petit peu en difficulté politique pour le moment? Moi, je crois déjà beaucoup à l'Europe. Et effectivement, lorsqu'on croit à l'Europe, on croit au couple franco-allemand, puisque la France et l'Allemagne sont les deux grands pays européens. Ce sont des États fondateurs. L'Europe s'est constituée, s'est construite au lendemain d'affrontements qui ont meurtri le continent européen. C'est pas gentil pour tous les autres pays. Et la France et l'Allemagne, de par leur histoire, de par leur puissance économique, de par leur géographie, leur superficie, constituent évidemment le cœur, le moteur de cette Union européenne. Mais moi, je crois plus largement que le moteur franco-allemand a vocation à entraîner avec lui un cœur d'Europe. Et ce cœur d'Europe, il rassemble évidemment les États du Benelux, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, mais aussi l'Italie, l'Espagne. Et puis, moi, je l'espère, je milite dans ce sens-là pour que les États d'Europe centrale et orientale puissent faire partie de ce mouvement. Parce qu'on a eu, pendant trop longtemps, tendance à diviser l'Europe en deux. L'Allemagne s'occupait de l'Europe centrale et orientale et des États d'Europe du Nord. Et nous, en France, nous occupions des États d'Europe du Sud. Et je crois que cette dichotomie, cette rupture était une mauvaise chose pour l'Europe. Et aujourd'hui, nous avons vocation à parler à tout le monde. Mais plus d'Europe, ça veut dire moins de souveraineté nationale. Un grand pays comme la France, il peut accepter ça? Je crois que plus d'Europe, ça veut dire une Europe qui fonctionne mieux et qui est capable d'agir à la bonne échelle. Quand vous prenez par exemple le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, les crises économiques, les guerres qui se déroulent dans le voisinage, les migrations, tous ces grands sujets, le numérique, tous ces grands sujets qui structurent et qui inquiètent et qui intéressent les Européens, on se rend bien compte que les États-nations, les États membres tels qu'ils sont, n'ont plus les moyens d'agir sur le réel concrètement. Et donc il y a cette volonté de faire basculer la souveraineté nationale à la souveraineté européenne pour agir concrètement sur des sujets qui demandent bien plus que la seule réponse nationale. Il faudra convaincre les Français quand même. Mais je crois qu'ils commencent à l'être. Alors, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. À haute voix et sans crainte, avec plaisir. Député à 30 ans, président à quel âge? La question est habile. Le problème, et la réponse la réponse le sera sûrement moins. Je crois que le problème ne se pose pas comme ça. Je crois que les Françaises et les Français ont largement souffert d'hommes et de femmes politiques qui s'engageaient en politique sur leur propre ambition personnelle. Moi, ce n'est pas du tout le sens de ma démarche. La preuve, c'est que je n'avais jamais fait de politique activement dans un parti politique jusqu'à présent parce que je ne m'y retrouvais pas. J'aurais pu m'engager autrement pour gravir les échelons et un jour être élu. Mais moi, ce n'est pas du tout le sens de ma démarche. Moi, j'ai un mandat de 5 ans à l'Assemblée nationale qui est un mandat extrêmement passionnant, qui est un mandat extrêmement exigeant parce que la situation de la France est difficile et que beaucoup de choses doivent être améliorées. Donc député à 30 ans, j'espère député jusqu'à 35 ans et peut-être plus s'il le faut. Mais en tout cas, je suis dans mon mandat résolu à agir et c'est déjà beaucoup. Pierre-Alexandre Anglade, merci d'être venu au bar de l'Europe et je suis certain qu'en vous écoutant, beaucoup ont bu du petit lait. Nous aussi. Merci beaucoup pour votre invitation. Très ravi d'être là. À bientôt.